Bien, dans les vidéos précédentes, je vous ai un petit peu recadré le débat historique entre homéopathie et allopathie. En fait, il faut savoir que l'allopathie n'est plus utilisée aujourd'hui. L'allopathie, c'était cette médecine où on vous saignait, on vous faisait vomir, on vous purgeait. Il y a toujours des purgatifs, des saignements, mais en fait, il n'y a plus toutes ces souffrances qui étaient infligées aux malades. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la médecine scientifique, ou je préfère plutôt l'appeler la médecine moléculaire, c'est-à-dire que toute pathologie est analysée comme un dysfonctionnement chimique d'atomes qui forment des molécules et qui sont perturbés dans leur fonctionnement. Et donc, on pense pouvoir vous soigner en vous injectant encore d'autres molécules. Donc, si vous réfléchissez à ce qu'on a dit sur les liens entre entropie et information, quand vous avez déjà une pathologie, c'est que vous souffrez d'un excès d'information, et on vous rajoute des molécules qui sont encore des sources d'information, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'information dans de l'information. Et donc, il ne faut pas être très surpris si cette méthode qui consiste à soigner une maladie en employant un remède chimique n'est pas, si on est objectif, n'est pas très efficace. On le voit par exemple avec le cancer. Il y a 40 ans, on mourait du cancer. Aujourd'hui, on meurt toujours autant du cancer. Et en 40 ans, on n'a pas fait de progrès. Les gens meurent toujours autant. Voilà, c'est un constat d'échec. Alors évidemment, on peut le masquer par des arguments, des arguties, des joutes oratoires, mais le fait est là. Aujourd'hui, si vous avez un cancer, on va vous faire de la chimiothérapie, on va vous faire de la radiothérapie. Si le cancer est pris tôt, ça marche, c'est-à-dire qu'on va pas vous guérir, mais vous allez avoir un sursis. Par contre, si on prend la maladie trop tard, et bien là, vous mourrez. De toute façon, il n'y a pas de traitement qui permette de guérir actuellement du cancer. Et quand même, on connaît cette maladie depuis plus de 40 ans. Donc ça veut bien dire qu'il y a, dans cette médecine chimique ou radiologique, elle est efficace jusqu'à un certain point, mais on est toujours à la recherche d'un traitement qui, lui, serait une vraie guérison. Alors, si on en vient à l'homéopathie, pourquoi elle a été complètement, alors que c'était la médecine du futur au XIXe siècle, pourquoi elle est tombée en désuétude et même en décrépitude, puisqu'aujourd'hui on veut supprimer l'enseignement d'homéopathie, on veut supprimer le remboursement, on veut interdire qu'on soigne comme ça, c'est essentiellement en général, tout va tourner autour de la constance d'Avogadro, c'est-à-dire que ce pauvre Amedeo Avogadro, qui est un physicien italien, va se poser la question combien il y a de molécules dans un litre de gaz. Et puis cette question, il va apporter une réponse, il va faire ce qu'on appelle la loi d'Avogadro, c'est-à-dire que quel que soit le gaz, on a toujours le même nombre de molécules dans une mole de matière, mais il va falloir attendre la fin du XIXe siècle pour que ce nombre soit enfin calculé et mesuré. Et évidemment, à partir du moment où vous mesurez un nombre, ça devient une quantité objective. Et ce nombre, je vous l'ai donné, c'est 10 puissance 24 environ, c'est-à-dire qu'il y a dans 18 grammes d'eau, si vous supposez que l'eau c'est H2O comme ici, dans 18 grammes d'eau, vous avez à peu près 10 puissance 24 molécules d'eau, et ça correspond, pour vous donner un ordre de grandeur, au nombre d'étoiles visibles dans tout l'univers. Dans tout l'univers, on a à peu près 10 puissance 24 étoiles qui sont visibles. Donc dans 18 grammes d'eau, vous avez le même nombre que d'étoiles totales visibles dans l'univers. C'est un nombre démesuré. C'est un nombre énorme. Mais pas si énorme que ça. Pourquoi? Parce que si on prend la procédure homéopathique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'on va prendre une goutte, qu'on va mettre dans son goutte, puis une goutte dans son goutte, etc. Et ces taux de dilution successifs, à chaque fois, se font d'un facteur 100, dans ce qu'on appelle les centésimales hahnemanniennes. Mais un facteur 100, si vous le faites 12 fois, 100 c'est 10 puissance 2, 12 fois 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 24. C'est-à-dire que vous tombez sur le nombre d'Avogadro. En fait, on appelle ça le mur d'Avogadro. C'est symbolisé ici par cette chose-là. C'est-à-dire qu'au-delà de 12 CH, 12 centésimales hahnemanniennes, eh bien, on sait que statistiquement, il n'y a plus aucune molécule du produit de départ. Et le problème, il est là, c'est qu'il n'y a plus rien. Suivant ce calcul théorique, il n'y a plus rien. Et pourtant, Hahnemann utilisait le 30 CH. C'est-à-dire qu'il allait encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à la fin, on dilue de l'eau dans de l'eau. Et pour un adepte du
toute matière, diluer de l'eau dans de l'eau, ça n'a aucun sens. Alors, voilà, donc on a cet argument, moi je l'appelle l'argument massu. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez dit il y a la barrière d'Avogadro, donc on s'arrête à 12 CH, tirons le rideau, plus rien à faire, tout ce qui est après le reste c'est n'importe quoi. Ouais, sauf que le nombre d'Avogadro, ça on ne va pas le critiquer, il est bien connu, mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand je dilue? Parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient, c'est que Hahnemann l'avait très bien montré, c'est qu'il ne suffit pas de diluer. Il faut diluer et dynamiser. C'est-à-dire qu'il y a dans la préparation du remède homéopathique l'action de dynamisation. Et cette action de dynamisation, elle est assez simple. Vous prenez le tube dilué et vous le frappez, par exemple, sur votre genou un certain nombre de fois. Ça s'appelle une succution. Et si vous ne faites pas cette succution à chaque dilution, eh bien, on sait que le remède homéopathique ne marche pas. Donc, l'argument d'Avogadro, c'est sûr qu'il y a un problème qu'il va falloir régler avec la matière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au-delà de 12 CH, mais indépendamment de ça, l'argument d'Avogadro ne peut pas être invoqué puisqu'on secoue entre chaque dilution, et que quand vous secouez entre chaque dilution, vous créez ce qu'on appelle de la turbulence. Et tous ceux qui connaissent la turbulence savent très bien ce qui se passe, c'est que y a du gaz qui rentre dans l'eau. Ben oui, donc on ne fait pas ça dans le vide, la succussion. Donc s'il y a du gaz qui rentre dans l'eau, ça veut dire qu'il y a des bulles de gaz à toutes les dilutions. Et bien sûr, il n'y a plus le produit de départ, mais le gaz, lui, rentre à chaque dilution. Le gaz, l'air. Donc on comprend qu'il peut y avoir quelque chose de matériel dans un remède homéopathique, et prétendre que ce n'est que de l'eau, c'est quand même aller un petit peu vite en besogne. Alors, comment on peut s'affranchir de cette barrière d'Avogadro? Comme je l'ai expliqué, il y a une science du XXe siècle qui s'appelle la physique quantique. La physique quantique, elle existe sous 3 parfums. Première quantification, deuxième quantification, troisième quantification. Dans la première quantification, on quantifie ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire qu'on associe à toute matière un comportement ondulatoire. Bon. Dans la deuxième quantification, on garde la première, évidemment, mais on en rajoute une seconde, qui consiste à dire que la lumière n'est pas quelque chose d'ondulatoire, c'est quelque chose de particulier, qu'on appelle les photons. Et donc ça donne une nouvelle physique quantique, qui est très différente de la première. Pourquoi? Parce que dans la première physique quantique de quantification, le nombre de particules de matière ne peut pas changer, il est tout le temps le même. Alors que dans la deuxième quantification, il y a ce qu'on appelle des opérateurs de création de matière ou d'annihilation de matière, c'est-à-dire que le nombre d'objets matériels peut fluctuer. De la même façon qu'on fait fluctuer une position ou une vitesse, on peut faire fluctuer un nombre d'atomes ou un nombre de photons, et à partir du moment où vous autorisez à faire cette fluctuation, on trouve une relation d'interexamination qui, elle, est invariante d'échelle. C'est-à-dire que la physique quantique devient la physique de seconde quantification. C'est la physique du monde microscopique aussi bien que du monde astronomique. Et c'est un petit peu fantastique, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand vous regardez une galaxie, elle se désintègre et elle se réintègre toutes les yoctosecondes. C'est constituant élémentaire. Et ça se passe tellement rapidement qu'on a l'impression que ça reste toujours la même chose. Donc dans cette physique de seconde quantification, là, on a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la théorie des domaines de cohérence. C'est une théorie qui est basée sur cette physique, elle est rationnelle, mathématique, elle a été publiée, acceptée, publiée en 88, republiée en 95, encore republiée en 2012. Bref, à chaque fois qu'on a publié, les référés ont toujours dit oui, bon, ok, oui, c'est vrai, ça existe. Donc il serait peut-être temps qu'on comprenne que, effectivement, l'eau a une propriété de se structurer en domaine de cohérence. Donc je vous rappelle, grosso modo, de façon très schématique, ce que c'est de dire que, voilà, l'eau peut exister sous plusieurs états. Un état qu'on appelle incohérent, donc, où on peut symboliser ça par une eau qui se met en chaîne, et puis l'eau peut aussi se mettre en cycle, comme ceci. Voilà, et à ce moment-là, à partir du moment où on fait des cycles, apparaît une chose importante qui est le vide. Le vide qui est là, qui peut fluctuer, créer des photons et exciter les molécules d'eau. Et quand on fait tous les calculs, on trouve qu'on peut coder de l'information sur de l'eau.
lorsque l'eau est incohérente, on a codé le bit 0. Lorsque l'eau est cohérente, on a codé le bit 1. Et ceci se fait non pas dans de l'eau liquide, mais dans ce qu'on appelle de l'eau morphogénique, c'est-à-dire une eau qui, comme vous le voyez, là vous avez quelque chose qui contient de l'eau et un colorant, ben, ça ne coule pas. Ça ne coule pas, pourtant, et c'est 99,89% d'eau. C'est ce que les physiciens appellent un gel, et ça, c'est ce qui vous constitue. Et bien là-dessus, c'est un disque dur fait d'eau qui peut stocker de l'information. Et c'est ça qui va être la grande idée, c'est qu'on va coder cette information, et comme on la code via ce vide qui est générateur, en fait, de photons, des photons virtuels, eh bien c'est un phénomène électromagnétique à la base. C'est-à-dire que vous codez des fréquences, vous pouvez coder des fréquences, et vous avez la très belle expérience de Luc Montagnier qui montre comment, en prenant une fréquence, une eau, qu'on lui fait écouter un spectre de fréquence, par exemple d'un ADN, une eau qui n'a jamais vu d'ADN, hein, on lui fait écouter ce spectre de fréquence qu'on a obtenu grâce à une bobine électromagnétique, et ben, on est capable de recréer l'ADN alors qu'on n'utilise que son fantôme électromagnétique. Donc c'est une réalité. L'expérience a été faite un grand nombre de fois, elle a été faite par d'autres groupes que le groupe de Luc Montagnier, donc c'est de la bonne science, et ça nous permet de comprendre que, en fait, le remède homéopathique amène de l'information, et que cette information, son support, c'est l'eau, et de manière plus générale, des vibrations électromagnétiques. C'est pour ça que le remède homéopathique va pouvoir fonctionner, bien sûr, à distance, parce qu'il y a de l'électromagnétisme qui est mis en jeu. L'eau émet un signal qui est très faible, mais ce signal, on peut l'enregistrer, et il y a ce qu'on appelle en physique la résonance stochastique, qui nous assure que dès qu'un signal est émis, même s'il est très faible, même s'il est dans le bruit, du moment qu'il est cohérent, eh bien, on va pouvoir le sortir. Et donc, c'est ce que fait l'organisme, en fait. Dans un bruit électromagnétique énorme, il y a une petite information cohérente qui est là toujours à la même fréquence, et que l'organisme, par la maladie, va sortir parce qu'on remet du chaos lorsqu'on est malade, et ce chaos va permettre à cette information fréquentielle de ressortir. Et là, vous avez tout compris. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, arrêtez d'invoquer Avogadro, parce que là, on est avec de la fréquence, et quand vous diluez un système de fréquences, les fréquences sont toujours là. Que vous soyez à 2 CH, 10 CH, 20 CH, 30 CH, à chaque fois, les fréquences se remettent. Elles sont là, on ne peut pas diluer une fréquence. On peut diluer une matière, mais pas une fréquence. Donc en fait, il n'y a aucun mystère. Aujourd'hui, si on veut bien s'en prendre la peine de prendre la science telle qu'elle est, quand vous diluez un remède homéopathique, vous enlevez la matière, bien sûr, et au-delà de 12 CH, le produit de départ n'y est plus, mais en fait, on peut voir qu'il n'y est plus depuis belle lurette, en fait. Et, par contre, il y a une empreinte électromagnétique qui est mémorisée au niveau des domaines de cohérence de l'eau. Et ces domaines de cohérence, pour exister dans l'eau, il faut qu'il y ait des UGAS, une interface bidimensionnelle. Et cette interface bidimensionnelle, eh bien, elle est procurée par le processus de succussion. À chaque dilution, vous faites rentrer de l'air, ça fait des nanobulles. L'eau s'accroche sur ces nanobulles et l'information peut se propager sous forme électromagnétique jusqu'à 30 000 ou 2000 CH, ça n'a pas d'importance. Le mur d'Avogadro est en fait une barrière imaginaire. Elle n'a pas lieu d'être pour cette préparation homéopathique. Alors, l'autre chose qu'on peut tout de suite voir, évidemment, quand vous diminuez la concentration en soluté, vous augmentez la quantité d'eau. Si donc vous augmentez la quantité d'eau, vous augmentez le nombre de domaines de cohérence, et donc le médicament homéopathique devient plus puissant, plus vous le diluez, plus il y a de domaines de cohérence, plus le signal électromagnétique est puissant. Et donc, vous comprenez aussi que les remèdes, les hautes dilutions, sont en fait des remèdes très puissants, parce que c'est là où l'information électromagnétique s'exprime le mieux, sans être perturbée par le bruit que mène le soluté. Parce que le soluté, il amène la bonne fréquence, mais il amène aussi plein d'autres fréquences qui sont parasites, et donc d'où l'intérêt de le retirer, pour que la fréquence qui va être thérapeutique, qui va amener la bonne information, s'exprime au mieux, et c'est pour ça qu'il faut une très haute dilution. Avec aussi la conséquence que ces très hautes dilutions sont très actives, ce qui fait que normalement,
Une prise suffit. Vous n'avez pas besoin d'en prendre 36 000. Vous mettez l'information dans le corps, et ensuite le corps met en jeu ce qu'il faut en chimie pour que ça guérisse. Et une dose suffit, alors que lorsque vous êtes à basse dilution, il faut peut-être donner plusieurs fois les doses, parce que là, il y a du bruit qui est lié au soluté, qui est encore là, et qui perturbe le signal, donc on doit répéter un petit peu plus la dose. Voilà, donc pour ceux qui pensent que le nombre d'Avogadro, c'est la garantie absolue que l'homéopathie, c'est du charlatanisme, eh ben, ils remballent leur argument. On sait, grâce à la physique quantique de seconde quantification, et j'insiste bien, parce que si vous restez en première quantification, c'est-à-dire la physique qu'on apprend en école d'ingénieur, la physique qu'on met en œuvre quand on fait des composants électroniques, là, il n'y a pas de fluctuation de matière, donc il n'y a pas d'effet. L'homéopathie, effectivement, ne peut pas être comprise. Il faut bien aller à la physique de seconde quantification, c'est-à-dire considérer qu'on a des condensats de Bose-Einstein entre des photons, des électrons, des noyaux, du vide, de l'éther. C'est tout ça qui doit être pris en compte pour expliquer comment fonctionne un remède homéopathique sur un plan conceptuel. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'il y a vraiment dans un remède homéopathique.